Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les conversations choisies. Conversations choisies sont nées au cœur du confinement, un grand moment où on a pris du recul, de la hauteur, pour pouvoir se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui est important? On est beaucoup à avoir recalé nos valeurs, nos besoins. Et dans le cadre de ces conversations, j'invite régulièrement des experts, des gens qui ont de la hauteur, qui ont envie d'apporter de la valeur, un regard singulier, quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin et qui nous permette de sortir de cette période grandie. Donc, plein d'éclairage. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin d'eux. Et pour ça, j'ai choisi d'inviter une femme de valeur, une femme de cœur, Magali Delève-Cotave. Bonjour Edith. Bonjour Magali. Alors, Bonjour. Magali Delève-Cotave, je la connais depuis très longtemps. Très longtemps. Je crois que je t'ai connue, tu avais moins de 20 ans. C'est une longue histoire. Et j'ai suivi son parcours, qui est un parcours vraiment très, très intéressant. D'abord, c'est une femme qui a une double culture. Elle a une culture juridique et elle a fait HEC, un MBA HEC. Solide. Il y a la matière, il y a du contenu. Ensuite, 10 années de barreau, où tu as pu contacter l'être humain dans tous ses angles. Ensuite, 12 années de direction d'un groupe, le CSD, qui est spécialiste des prestations intellectuelles dans tout ce qui concerne la prévention incendie. Ce que j'aime à dire de toi, c'est que tu es d'abord une épouse, une maman, une sœur, parce que je connais ton sens de la famille, mais encore plus intéressant, et notamment dans ce qu'on vit en ce moment, tu as, je dirais, un rapport à la vie qui est de l'ordre de la permaculture, c'est-à-dire pour toi, prendre soin de l'écosystème, de soi, des autres, de la planète, c'est quelque chose de très important. Donc, je vais te laisser déployer un petit peu ce sujet de prendre soin d'eux et puis de nous parler des différents strates, donc tu disais soi, l'entreprise, et tu connais très bien le milieu de l'entreprise, et la planète. À toi, Magali. D'abord, merci beaucoup de me recevoir. Merci pour cette présentation. Et je vais commencer par dire qu'on se rend compte peut-être encore plus en ce moment que certaines choses sont précieuses. Alors, précieuses comme toi, puisque c'est le qualificatif que j'emploierais si je devais dire deux mots de toi, c'est que tu es précieuse. Tu as été précieuse dans mon éducation, on va dire, dans ce qui m'a menée à l'âge adulte. Je t'ai rencontrée à l'âge où, justement, on est en train de se forger, de se modeler. Et donc, tu as été très précieuse dans la constitution de cette conscience aussi que j'ai là du monde et qui, en ce moment, prend un caractère un peu plus aigu. Et s'il y a deux, trois choses que ce confinement a permis de mettre en exergue, mais pour maintenant, mais aussi pour l'après, c'est le caractère et précieux et fragile de certains aspects de la vie, dans notre relation à l'autre, bien sûr, dans la gestion qu'on a de nos ressources, dans les liens qu'on peut tisser au quotidien avec le mari, la famille, le clan, puisqu'on a différentes zones d'épanouissement, et puis aussi dans le rapport qu'on entretient à soi-même. Parce que je pense que, et je le vois autant en parlant, j'essaye de parler au moins une fois par semaine avec chacun de mes collaborateurs pour garder un lien justement. Mais j'ai vu aussi combien ce confinement pouvait toucher les cœurs et toucher les corps dans ce qu'il avait de fragilisant, parce que c'est une forme de perte de repères et puis de privation d'un des espaces, d'un des principes qu'on a fondamentalement cultivés dans notre nation, sur le territoire français, qui est le principe d'aller et venir, le principe même de cette liberté-là. Donc, on a été privés, je ne reviens pas sur le caractère légitime de cette privation, mais de sa cohérence vis-à-vis de la gestion de la pandémie. Mais en revanche, ça n'est pas anodin et on ne le vivra peut-être qu'une fois dans notre vie, d'être privé de cette matière-là qui nous relie, cette liberté-là aussi d'aller et venir. Elle nous relie aux autres en tant que dans nos liens. Elle nous relie aussi aux autres espèces, au monde végétal, au monde animal, au monde minéral. Et là, on est privé de cette dimension-là, sauf pour ceux qui ont la possibilité d'avoir
l'ensemble de ces aires représentées autour d'eux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi une des particularités de ce confinement, l'inégalité. Et enfin, dans notre rapport aussi à nous-mêmes, c'est-à-dire comment est-ce que cette privation de liberté peut aussi être le déclencheur ou le catalyseur d'un nouveau rapport à soi-même. Et donc, nouveau rapport aux autres et nouveau rapport à soi-même. Et j'ai vu autour de moi, dans mes différentes communautés avec lesquelles on a gardé un lien aussi via une espèce de révolution numérique improbable qui était celle de la visio et de la mise à dispo des moyens qu'on avait déjà auparavant, mais qu'on a cultivés différemment. Comment est-ce que ces liens ont été le générateur d'un nouveau rapport aux autres, à soi, au monde, et aussi un déclencheur d'une forme de créativité pour certains, et pas pour tous. Et je trouve ça assez révélateur de l'obligation qu'on a, et je pèse mes mots, l'obligation qu'on a de prendre soin de toutes ces dimensions de la vie. Ce que je dis est d'un classicisme absolu, parce qu'on l'expérimente tous d'une manière ou d'une autre pendant cette période particulière. Mais je crois que peut-être nous, les femmes d'ailleurs, qui avons cette culture ancestrale de nourrir, de prendre soin et de cultiver, de prendre et de rendre en fait, un peu comme tu le disais en permaculture, c'est-à-dire prendre et rendre et cultiver ce dont on a besoin et pas forcément plus. En ce moment, eh bien, c'est un des fils rouges d'une réflexion qui peut nous mener à changer de modèle après. Tu exprimes, Magali, que finalement, on n'est pas égaux face au confinement. Alors, face à cette matière dont on est privé, la matière de la nature, la matière du lien, et face à la créativité qu'on peut déployer. Qu'est-ce qui, à ton avis, peut permettre à des gens qui ne se sentent pas forcément créatifs ou qui ne se voient pas comme tels, de revenir à leur capacité créative? Parce que c'est un moment fabuleux, non seulement de résilience, mais de revenir à ce qu'on a de plus essentiel, notre capacité à créer avec rien, avec peu. Un exemple tout bête, beaucoup de gens font leur pain. Personne ne faisait plus son pain. On a tous eu une mode de la machine à pain, on s'en est débarrassé et tout d'un coup, paf, on y revient. On n'a besoin de rien. Un peu de farine, un peu d'eau, un peu de sel, un peu de levure. Paf, et on refait le pain. C'est simple. On revient à une créativité extrêmement basique. C'est-à-dire, on peut faire avec peu, puisqu'on a en ce moment moins de latitude pour aller chercher tout ce qu'on veut. Donc, comment la développer, cette créativité, sur tous les plans, y compris relationnels? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de la lenteur. Et Ouais. pendant ce confinement, il y a certainement un rapport différent au temps et aux ressources. Et donc, certainement aussi à ce qu'est la richesse. Mais pas la richesse, pas celle qu'on a peut-être cultivée de manière distanciée par rapport à ce qu'on est vraiment ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a peut-être eu un temps d'accélération, au-delà de ce qui était justement acceptable, au-delà de ce qui était équilibré. On a peut-être eu aussi un rapport, enfin, j'en suis convaincue en tout cas, aux ressources en général, mais qu'elles soient matérielles comme aussi des ressources émotionnelles. C'est-à-dire on s'est peut-être détourné aussi d'une forme, pour certains d'entre nous, et j'en fais partie aussi, quand on a une activité extrêmement prenante, qu'on est maman notamment, on a aussi des choix à faire dans notre quotidien, et peut-être qu'une des ressources les plus précieuses qu'on a autour de nous et qui est l'amour de nos proches, eh bien, on y accorde l'importance que ça a, mais pas forcément le temps que cela a. Or, le temps, c'est une des richesses les plus précieuses qu'on peut offrir à nos différentes communautés, et y compris à soi. Et ça rejoint ce que tu disais sur la créativité. Je pense que la créativité appelle la lenteur, une forme de vide aussi, de vide fertile pour laisser venir, et une forme aussi d'équilibre dans les ressources. C'est-à-dire là, on fait l'exemple que tu avais, c'était on fait notre pain. On fait notre pain premièrement parce qu'on a peut-être moins l'occasion d'aller en chercher. On le fait avec moins de farine. La farine est devenue un bien précieux parce qu'on n'en trouve pas partout. Et on va le faire
avec une forme d'équilibre qui est j'apprends à faire quelque chose de profondément utile et aussi de profondément nouveau, novateur, créateur, mais aussi tellement ancestral et uniquement pour nos besoins. C'est forcément quelque chose qu'on ne va pas jeter. C'est forcément quelque chose qu'on ne va pas gaspiller. C'est quelque chose qu'on va nourrir, intégrer, absorber et laisser être. Et puis, on ne fera pas plus que ce dont on a besoin. Et tout ce rapport-là qui est à la créativité, mais aussi à la création, appelle, je crois, une forme de retour à l'équilibre dont on avait vraiment besoin, dont on a besoin et qu'il faut laisser perdurer après. J'aimerais pas qu'on oublie ce qu'on est en train de vivre. Mais aussi dans les parties les plus… j'aimerais pas que la collectivité oublie aussi ce que peut représenter cette période particulière. Et tu le disais, on n'est pas tous égaux. Et alors, on n'est d'abord pas tous égaux d'un point de vue juridique et en termes de liberté, parce qu'être confiné là où moi je le suis, avec des êtres adorables dans un milieu préservé et en cultivant une forme de richesse intérieure, chacun, un confinement qui a un goût aussi de retour à soi, mais pour d'autres, ça peut être l'enfer. Ça peut être l'enfer, ça peut être un enfer de violence, ça peut être un enfer de frustration, et ça peut être générateur aussi de drames dont je ne pense on ne parle pas beaucoup dans les médias, mais qui sont des drames réels et auxquels il faut qu'on pense aussi d'un point de vue collectif. Ouais. Et donc, si j'avais un conseil à donner, c'est dans la mesure du possible, revenir à cette lenteur, à ce vide, laisser être cette part-là de non-action pour pouvoir passer à une meilleure action. Ça vaut aussi en entreprise. On apprend là, pendant ces temps particuliers, qu'il n'y aura peut-être pas besoin de passer autant d'heures à se déplacer pour des rendez-vous qui peuvent avoir lieu en visio. C'est un des espaces de rédaction de la charte qu'on va mettre en place, qu'on est en train de rédiger dans l'entreprise. C'est qu'est-ce que cette période particulière nous a apporté et qu'on voudrait garder. Et aussi, qu'est-ce qui nous a manqué et qu'on veut cultiver. C'est ce à quoi on réfléchit ensemble. On n'est pas très nombreux, on est 55, donc c'est facile d'avoir des interactions avec chacun d'entre nous. Mais il est vrai que cette gestion-là des ressources, qui était celle du temps et de l'énergie, elle doit revenir à quelque chose de plus équilibré. Mais pas forcément pour produire plus, pas forcément pour repartir dans une course. Peut-être au contraire, pour laisser apparaître la vraie richesse, qui est celle, alors en entreprise, du travail de meilleure nature, de meilleure faction, de meilleure facture, pardon. Et si on a plus de temps, peut-être cultiver aussi le rapport à soi différent, en étant passé par l'étape de la créativité, par l'étape du vide, qui peut être anxiogène, hein, qui peut être profondément perturbant aussi, parce qu'on n'a pas, nous, occidentaux, la capacité, en tout cas, on ne l'apprend pas naturellement, qu'il existe entre l'état éveillé et l'état endormi, un état aussi de conscience qui est un état de conscience méditatif qui n'est pas réellement dans notre culture de cultiver, donc dans notre culture historique et traditionnelle, mais qu'il est possible de laisser apparaître, parce qu'une fois qu'on a commencé un travail méditatif, on voit qu'il existe un espace de création, un espace entre l'action et la réaction qui est finalement assez grand. Quand tu parles d'espace éveillé ou endormi, il y a une chose que j'ai apprise quand je suis vraiment, bon, tu me connais depuis très très longtemps en effet, et j'ai toujours été très sensible en étant dans ma période artistique, celle qu'on s'est connue, à cet état où tu vas accueillir le vide, la feuille blanche, la page blanche pour créer. Mais il y a une chose qui m'est apparue au fil des années, c'est que pour aller vers l'éveil, ça passe par le corps. C'est-à-dire, ça passe par une présence au corps. Toi, tu as développé beaucoup d'activités autour du corps, notamment certaines formes de yoga. C'est une de tes dimensions. Mais éveiller, c'est pas non. Ou justement, on est très proche du mental qui va essayer de naviguer avec des pensées. C'est simplement revenir au souffle et au corps. Et s'il y a un conseil qu'on peut donner à des personnes qui ont du mal à se connecter, à méditer, c'est dire fermez juste les yeux et respirez. Rentrez dans la confiance de l'inspire, de l'expire. Ralentissez le souffle.
Parce que c'est par le souffle qu'on arrive à soi et qu'on va s'ancrer. Tu parles de l'entreprise. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous, même là, avant qu'on se retrouve pour cet enregistrement, j'ai pris quelques minutes où je me suis connectée à mon corps. Je suis rentrée dans mon corps. Je suis rentrée tranquillement dans mon souffle en me connectant à toi. Et on a tous cette capacité, juste par le souffle, à revenir au cœur de la présence. Parce qu'on ne peut pas parler d'éveil si on n'est pas présent à soi. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait qu'on va aller capter là-haut, dans un espace mystérieux et magique. C'est déjà là. Tu parlais de ralentir le temps, c'est essentiel, mais ralentir le temps, c'est ralentir le souffle. Surtout l'expire, prendre conscience de l'expire. Je vide. Et peut-être que c'est un conseil très, très basique, mais je me souviens que la première fois qu'on m'a dit, mais comment tu respires? C'était, bah, je respire. Non. Et je crois que le premier enseignement qu'on m'avait donné, c'était respire. Et j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que respirer. Et au cœur de cette respiration, il y avait un cœur qui battait, il y avait un pouls, il y avait des cellules qui pétillaient, il y avait un ancrage à la terre, il y avait une présence. Et c'est ce qui m'a permis de peindre à l'époque. Et ça, on l'a vécu ensemble, mais c'est vraiment… Déjà, revenir à soi, c'est revenir au corps. Donc, parle-nous peut-être un peu de toute cette partie que tu développes aussi autour du yoga, parce que c'est une des dimensions où tu invites des gens à aller ralentir le temps et se connecter à eux-mêmes. Comment c'est venu pour toi, cette dimension-là? Je crois que je n'ai pas compris tout de suite ce qu'était le yoga, dont la racine d'ailleurs a quelque chose à voir avec le lien, mais aussi avec le joug qu'on place entre les bœufs et qui permet de tirer. Et exactement, de faire le lien. Voilà. Et au début, quand j'ai commencé le yoga il y a très longtemps, en fait, c'est parce que j'avais mal au dos et que j'étais stressée et que je suis allée à l'époque, il n'y avait pas toute cette offre qu'il y a aujourd'hui en matière de yoga. Et il y avait quelques professeurs à Paris qui enseignaient. Et donc, on pratiquait, en tout cas moi, j'ai pratiqué au début de l'âge adulte pour soulager certains maux du corps, tout en ne sachant pas à l'époque que les maux du corps révélaient aussi peut-être d'autres maux, y compris des maux de l'âme. J'ai commencé comme ça, comme une activité physique traditionnelle, en ayant conscience assez rapidement qu'il y avait un rythme particulier. Et que ce rythme particulier, alors tu viens de décrire le travail sur le souffle qui est fondateur en yoga, mais qui est fondateur aussi chez les artistes et je pense aussi chez les artisans, chez ceux qui utilisent la matière et qui utilisent aussi le souffle, y compris dans toutes ses dimensions divines. On parle d'artistes inspirés. Exactement. Et j'ai compris qu'il y avait quand même, avec certains professeurs, en tout cas avec ceux que j'ai côtoyés à certains moments, il n'y avait pas assez ça à l'éclairer. C'était un peu plus rustique qu'aujourd'hui, mais il y avait certainement une dimension sacrée qui était installée on retrouve aussi dans certains arts martiaux, qui était installée au début de la séance. Certains arts martiaux qui d'ailleurs travaillent aussi avec d'autres formes d'énergie et le souffle d'une autre façon, mais on voit bien en creusant la matière que les concepts se rapprochent et se rejoignent et qu'on a cette énergie à disposition et qu'après, il suffit de l'utiliser. Et donc, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir quelque chose d'autre, pas seulement une activité physique. Je veux pas bien, voilà, je comprenais pas. Au début, on entre par la pratique et puis pratique et tout vient. Voilà, dit un maître fameux du yoga et c'est après seulement que j'ai commencé à comprendre que certainement par le souffle, il y avait un lien qui pouvait se faire entre le corps et l'esprit, et puis peut-être à un moment le corps, l'esprit et l'âme, mais que cette capacité qu'avait le souffle à justement entrer dans cet espace de lenteur, mais de lenteur personnelle. Le souffle de l'un n'est pas le souffle de l'autre, et on le voit dans les pratiques guidées du yoga. Il est difficile de guider sur inspirer, expirer.
on respire chacun différemment et on respire chacun à chaque moment différemment. C'est pour ça qu'il faut en même temps avoir une pratique collective, c'est très enrichissant, et en même temps une pratique personnelle. C'est aussi très enrichissant. Et ça rejoint ce que font les artistes, la pratique personnelle, descendre à l'intérieur de soi. Si on revient au niveau de l'entreprise, que toutes les deux, on est des femmes. Moi, j'ai été longtemps une femme d'entreprise. Maintenant, je suis plutôt au service des personnes dans les entreprises. Mais comment peut-on apporter de façon simple sa présence inspirée, sa présence connectée dans l'entreprise? Toi qui gères des équipes, tu gères des groupes, tu as vraiment une responsabilité sociale importante. Comment apportes-tu à des gens qui n'ont pas forcément cette conscience-là, cette présence, ce calme, cette conscience-là? Comment lui permets-tu d'émaner? Alors, ceux qui me connaissent pourront te dire, elle n'est pas toujours très calme. Elle est parfois volcanique. Mais je crois que souvent, je crois que les femmes ont tendance à vouloir satisfaire et à vouloir rentrer dans une forme d'adéquation à. On a été un peu élevés comme ça. Et puis, ça nous a marqué tous ces siècles. Je crois qu'à l'inverse, être authentique, donc permettre à la réalité, dans toutes ses dimensions d'être, c'est ce que j'ai finalement accepté de partager. Donc, d'abord, être juste comme on est. S'autoriser en groupe, dans notre clan professionnel, à être comme on est, dans les dimensions qui sont des dimensions authentiques. Et parfois avec tristesse, parfois avec colère maîtrisée, on est en entreprise, mais parfois aussi avec une forme de doute, et laisser cette part-là. Ça, c'est un des premiers aspects que j'ai laissé être. Ensuite, je pense que le travail sur le souffle et le travail sur le corps permet aussi à certains moments de faire des stops. Quand justement les émotions s'en mêlent, quand l'activité intellectuelle est trop intense, quand je travaille donc dans un bureau d'études, donc on a des… Tu es dans un milieu très masculin, toi. Un milieu très masculin, oui, l'incendie, c'est un milieu particulièrement masculin, avec des moments qui sont des moments de stress intense, parce qu'il faut rendre des projets, il faut rendre des notices, il faut rendre des notes, il faut fournir des documents, dans un temps qui est celui du milieu de la construction et qui est un temps qui s'accélère de plus en plus. Et au contraire, là, il y a urgence à ralentir. L'urgence à justement créer une forme de distance par rapport à l'accélération permanente. Et ça, c'est un des points ça, c'est un des aspects qu'au quotidien, j'essaye de laisser émerger, on va dire, sans que je puisse forcément l'imposer. C'est un des aspects que je laisse émerger. Et puis, ouvrir aussi la capacité aux autres à être ce qu'ils sont dans toutes leurs dimensions. Oui. Ça, c'est un dernier aspect qui m'a paru important. On a encore une fois, en entreprise, dans les groupes, et donc je répète le mot, dans les clans, des gens qui naturellement s'associent, se rendent partenaires les uns des autres, se complètent, se modèlent, et ça appelle aussi une forme d'ouverture à la totalité des dimensions de l'être. Et en entreprise, qui peut être un lieu générateur de frustration et aussi parfois empêchant ou contraignant dans son aspect matériel, ça peut être aussi, si on y prend garde et si on y attache le soin qui doit être, encore on revient au soin, si on prend soin de laisser l'être être dans ses dimensions, en gardant, c'est le rôle du dirigeant, la capacité à rééquilibrer, parce que laisser être, ça peut être aussi, ça peut être laisser tout être. Or, tout n'a pas sa place dans les groupes, mais ça permet de rééquilibrer. On voit des pépites apparaître
des gens qui sont doués pour certaines choses, mais particulièrement. Et pas seulement selon, alors là, je vais citer Aurélien Barraud, hein, mais pas seulement qu'on aime toutes les deux. C'est pour ça que pas seulement selon les indicateurs traditionnels, mais selon d'autres indicateurs. On voit apparaître ceux qui naturellement se mettent au service des autres, ceux qui sont facilitants, ceux qui vont prendre soin de ceux qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, comme une espèce de chaîne vertueuse. Et il faut avoir cette capacité en entreprise. Alors, c'est difficile, hein, parce qu'on n'est pas habitué à raisonner comme ça, mais à laisser les gens être comme ils sont dans une certaine mesure, pour laisser apparaître cette partie-là d'eux, cette création, cette créativité qu'ils ont. C'est intéressant ce que tu exprimes, parce qu'un des sujets que je travaille beaucoup, c'est l'ikigai. Tu connais l'ikigai? Très mal, mais ça m'intéresse. Alors, le premier pilier, c'est ce qu'on aime vraiment faire, vivre. On aime. Il y a quelque chose qui fait que le temps s'arrête. On a un don naturel. Le second, c'est qu'on sait le faire. On est vraiment devenu un expert à force de faire ce que l'on aime. On est devenu un expert. Après, ce dont le monde, le contexte a besoin et la façon dont on peut être récompensé, payé pour ça. Si on met à l'échelle de l'entreprise, moi j'ai profité du confinement pour le faire avec mon équipe, l'ikigai de chacun, c'est aller voir là où chacun se sent vraiment merveilleusement bien, parce que c'est naturel. Là où il a une expertise, et même s'il peut la développer encore mieux, c'est encore mieux au service de l'ensemble. Quels sont les besoins de l'équipe, de l'entreprise, de l'écosystème dans lequel on est, et comment on peut récompenser ça? Imagine que dans ton entreprise, chacun ait pris le temps de faire un ikigai. On les rassemble tous, on fait l'ikigai de chacun, et après on va voir quelles sont les places, quelles sont les complémentarités et comment on peut doucement glisser les places de chacun pour que chacun puisse être dans son excellence, dans ce qui vibre le plus, où il va apporter sa zone de génie. Moi, j'ai vraiment, de plus en plus, je me dis qu'il faudrait lancer l'ikigai d'entreprise en mettant par équipe, en permettant à chacun de dégager ce que j'appelle sa zone de génie. C'est ce que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire cet espace où on a tous, on est à notre juste place et c'est fluide. Et souvent, on est par habitude, parce que les structures se sont construites sur un mode X, on est finalement détourné de son excellence. Décalé. Décalé, on n'est plus au bon endroit et on en souffre soi-même et c'est comme si on privait l'écosystème de ces véritables pépites, le mot que tu as cité. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller mesurer au sein des équipes leur véritable talent pour que tout ça se conjugue, s'ajoute, s'incrémente. Mais ça nécessite, donc je suis tout à fait d'accord avec ça et je trouve ça intéressant. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir le partager parce que ce n'est pas forcément une vision traditionnelle, mais ça nécessite de changer aussi les indicateurs, de changer aussi la perspective parce que ça n'est pas forcément quantifiable ni mesurable, en tout cas numériquement parlant. Et donc, ça nécessite, mais je pense que c'est un des sujets, ça va être un des sujets de l'après. C'est comment est-ce qu'on met en place de nouveaux indicateurs? Quelles sont les nouvelles perspectives qu'on peut envisager? Alors, de quoi avons-nous vraiment besoin en fait? Ça, c'est un sujet fondamental, c'est la vision d'entreprise, les valeurs de l'entreprise, ce qu'elle a envie de développer, quel est le sens qu'elle apporte dans une entreprise est au service d'une communauté, au marché. Quelles sont les valeurs, comment on repositionne, quels sont les besoins. On va travailler dans la prochaine conversation choisie. J'ai choisi Fred Dorsimon, qui est un grand spécialiste de la com et des neurosciences, qui a créé Behaven. Et on va faire justement là-dessus, quels sont les nouveaux besoins qui émergent sur le plan des personnes après ce confinement et après c'est au-delà du confinement, c'est le fait que la planète soit arrêtée. C'est quelque chose de majeur. Il y a eu 2020 et il n'y en aura qu'une peut-être, c'est sur un millénaire, on n'a pas vu ça. Et donc, quels sont les effets? Comment les entreprises peuvent-elles mieux comprendre, intégrer ces véritables besoins qui sont en train de glisser parce qu'on a goûté quelque chose de savoureux et on n'a pas envie de le perdre, globalement. Chacun va retrouver la saveur de quelque chose, il faut le retrouver. Et comment le mettre en marche dans nos projets, pas dans notre branding, mais vraiment dans nos projets, au service de quoi on se met. Et là, une fois que la vision, la perspective de l'entreprise aura glissé, c'est peut-être un tout petit glissement ou un gros glissement,
dans ce sens-là, de ce nouveau paradigme, on peut dire, les équipes vont pouvoir trouver aussi une meilleure place. Ouais. Parce que c'est à la fois, comme on dit, bottom-up et up-down, c'est-à-dire que ça vient aussi d'une vision stratégique de l'entreprise qui doit tenir compte de ce qui se passe dans le monde, et Dieu sait si ce qui se passe est quand même extrêmement important et va changer beaucoup de choses. Mais ensuite, comment chacun peut apporter une autre dimension. J'avais une interview il y a quelques jours avec quelqu'un aussi qui va faire une conversation choisie, et elle me parlait de RH. En fait, elle me disait, je suis spécialiste des ressources humaines. Et quand je l'écoutais, je dis, mais en fait, ce n'est pas les RH que tu as développé, c'est les richesses humaines. De ressources humaines, elle a développé la richesse humaine. Là aussi, on va peut-être passer des RH, j'ai envie de faire un article là-dessus, des ressources humaines à la richesse. La richesse humaine. Parce qu'on est au cœur de ça. C'était préparé par les Gilets jaunes. Il y avait quand même un besoin d'être vu, reconnu, entendu. La pandémie, tout ce qui se passe, ça renforce encore le recalage individuel. Qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Un besoin de reconnaître la richesse des êtres et puis leur permettre de développer leur véritable dimension. En tout cas, c'est mon côté probablement utopiste, mais en tout cas, en tant que mentor, c'est les outils que j'ai plus que jamais envie de travailler, c'est ça. Et je pense que les femmes, pardon messieurs, mais quelque part, on était moins encombrés par une éducation très yang. On peut vous apporter une dimension beaucoup plus contributive, beaucoup plus détachée de ce côté. Je me souviens, j'avais entendu cette phrase, les femmes se sont construites à l'échafaud de la réussite masculine. Elles ont perdu leur tête et leur cœur. Mais il y a un peu de ça. Il y a quelque chose à réinjecter dans cet ordre de comment changer la vision, les perspectives des entreprises et faire en sorte que nos équipes soient encore plus que jamais à leur place et dans une synergie parfaite, l'individu, l'entreprise et, on va dire, son écosystème, plus que son marché. Ça te parle ou je suis partie en… Non, non, ça me parle complètement. Ça rejoint le concept de mission, Ouais. de mission en général. Alors, on a une culture particulière dans ce groupe très proche de certaines valeurs. On est effectivement dans un esprit de service en règle générale, mais ça rejoint le concept de quelle est ma mission et du coup, quelle est ma place, comment je m'intègre dans ce tout en interdépendance. Moi, ça me parle énormément. La notion d'interdépendance, elle représente la juste place de chacun dans le respect des différences pour aller faire fleurir les complémentarités. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner qui serait peut-être la parole de fin pour dire voilà, vous êtes en entreprise, mais aussi vous êtes une vraie personne, vous avez une famille, des clans, vous avez envie de prolonger cet état presque de bien-être qui est en train d'émerger dans des circonstances un peu chaotiques. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller? Qu'est-ce que tu peux partager? Cultivez votre intériorité. Ouais. Cultivez cette porte d'entrée sur le reste qu'est la culture de l'intériorité. De la reconnaissance, si on doit résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, de la reconnaissance de ce qu'on peut apporter au monde. Je crois qu'on ne peut, et on l'a vu, on le voit pendant ces moments, il y a quelque chose de particulier à cultiver ce moment où on est dans une forme de retour à soi. Alors, ça passe par le retour au sien, quand on est dans la famille et dans le couple, dans le noyau, dans le nucléaire de notre foyer. Et parfois, le foyer, c'est une personne. Et au-delà de ça, on est en zone de repli en ce moment. On est en zone de repli avant l'ouverture. Et donc, il faut accepter qu'on ne peut pas aller au-delà, franchir des étapes si on n'a pas cultivé cette intériorité-là qui nous permet cet ancrage. Et cette intériorité, c'est aussi un synonyme de richesse intérieure. C'est qu'est-ce qui nous anime profondément. Quelle est notre part irréductible, qui nous rattache au monde. Quel est ce qu'on est nous, vraiment. Et il est facile
de ne pas cultiver cette intériorité quand le monde se bouscule, quand le temps s'accélère. Au contraire, quand on est obligé de ralentir, on peut en passer par là. Voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. Et revenir à son intériorité, on parlait tout à l'heure des personnes qui ont des grosses blessures, qui vivent des choses difficiles. Pour moi, c'est vraiment se dire que derrière ce que l'on vit, il y a une excellence qui peut émerger. Et c'est le choix des siens, le choix des personnes qui nous entourent, le choix des personnes avec qui on a envie de vivre. C'est être très prudent sur l'entourage. Ne pas s'encombrer de ce qui ne nous convient pas. C'est l'acte le plus courageux qu'on puisse faire, c'est dire non à ceux qui nous abîment, non aux entreprises qui ne nous conviennent pas, non à ce qui nous éloigne de ce que l'on ressent profondément comme étant notre ADN sur Terre. Et avoir le courage de dire enough is enough, terminé, stop, je reviens à moi. C'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Et dans ce qu'on traverse là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, c'est une loupe finalement le confinement, grosse loupe sur ce qui va ou ce qui ne va pas. Et c'est la loupe sur les dysfonctionnements dans les clans, les familles, dans certaines familles. C'est dire, ok, je l'ai vécu, je l'ai vraiment ressenti jusqu'au bout du bout, maintenant c'est terminé. Et s'autoriser à dire plus jamais. Ça, c'est très, très important. C'est ce que je souhaite, en tout cas, aux personnes qui pourraient nous écouter et qui seraient, ok, mais moi, je ne suis pas du tout dans ce contexte-là. C'est que ce que vous avez vécu, en gros, en peut-être douloureux, vous éclaire sur ce que vous ne voulez plus. Voilà. Magali, je resterai des heures avec toi. En dessous de la vidéo, on pourra prendre lien avec toi, savoir qui tu es, aller voir un petit peu plus, te rencontrer peut-être dans les contextes de yoga, que sais-je. Ou autre, c'est toi qui vas nous dire ce que tu as envie de créer comme lien. Moi aussi, vous pouvez me retrouver. Si vous aimez cet échange, partagez-le. Si ça vous fait bondir, un coup de gueule, allez-y. Un coup de cœur, allez-y, partagez. On est vraiment là pour échanger parce que c'est bon d'être une communauté de cœur et d'âme au service de ce qui fait bouger les choses. Voilà. Merci du fond du cœur pour ce moment. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt à chacun. Prenez grand soin de vous.